Ok, on est le 11 décembre, il est 5h. 17h. J'ai mis un peu de musique là. On continue de se promener. De toute façon, j'arrive pas à parler. L'image, on s'en fout, hein, vous mettez en radio. J'ai du mal à parler parce que j'ai un problème de dent. Enfin, j'avais réparé ma dent, j'avais complètement réparé ma dent avec mon doigt. Enfin, je vous ai expliqué un petit peu dans une vidéo mes découvertes médicales. Et j'ai réussi à la reconstituer, elle était cassée, elle était. Puis là, elle me gêne un peu, elle est tombée. Donc en fait, je suis un peu énervé. Bon, j'ai déjà uploadé, là, elles sont en train d'uploader les 2 vidéos que j'ai fait ce matin. Je suis remonté parce que en déballant mon discours, je me rends compte à quel point pendant 10 ans il aurait pu avoir un effet sur le réel, ma philo, et comment j'ai été rejeté systématiquement, que ça vienne des militants, des scientifiques, militants de gauche, hein, un peu prioritairement. Donc du coup, je suis un peu remonté parce que vu la situation et le niveau de la critique actuelle au stade où on en est là, j'ai repéré en fait quelque chose de très très vicieux, très insidieux dans ce qui se passe actuellement du point de vue des médias. Donc il se passe un phénomène pervers en fait, complètement pervers avec cette histoire de Covid. Et à mon avis, ça a été savamment orchestré. À mon avis, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, par exemple les publicistes, hein, les publicitaires, ils connaissent tellement bien, enfin, en tout cas les experts qui les entourent, experts en psychologie sociale. La psychologie sociale, elle est née en même temps que la publicité, hein, donc de toute façon. Et donc ils connaissent les mécanismes humains de conditionnement de masse, hein, autant au niveau individuel qu'au niveau du groupe ou de la masse. Et puis bon, toute l'idéologie politique aussi du XXe siècle qui est encore bien présente. Il n'y a pas de, on dit qu'il n'y a pas de nouvelle idéologie, mais heureusement, parce qu'il n'en faut pas de nouvelle, parce qu'une idéologie, ça nous écarte du réel. Mais comme il n'y a pas une critique suffisamment efficace pour dépasser ces idéologies actuellement en place, hein, parce qu'elles sont encore bien présentes, hein, le socialisme, le libéralisme, ils sont là, hein, même si on l'appelle néo-socialisme ou néolibéralisme, ou alors on va parler de la France insoumise ou quoi, hein, c'est toujours la même rengaine, hein. Donc moi c'est vraiment ça que j'essaye de dépasser, parce que sinon voilà, les gens se taisent parce qu'ils sentent bien qu'il y a un malaise, il y a quelque chose qui va pas, hein, dans ce système. Donc du coup on a affaire à une espèce de... Ouais, j'avais utilisé le mot torpeur. Voilà, c'est plutôt une sagesse populaire de l'air de dire bon, quand on comprend pas, qu'on comprend rien et que ça va mal, on reste attentif, vigilant, mais ça sert à rien d'en rajouter. Donc les gens, je pense, ils préfèrent rester un peu en retrait, et puis en fait ça engendre le repli sur soi, hein. C'est-à-dire que quand on est oppressé, tyrannisé, qu'on trouve pas de solution, on sait pas comment faire, on se replie sur soi-même, hein. Et moi ça m'est arrivé genre quand on se retrouve en prison ou quoi, il y a trop de stress, on se met en boule, quoi, hein, on se replie sur soi-même. Donc c'est ça, il y a un phénomène de... Et puis donc du coup et tout y contribue justement, c'est là où je parle d'orchestration sur les masses, quoi, enfin d'un trafic d'influence sur les masses, c'est-à-dire qu'on va favoriser ce repli qui est déjà un peu inhérent à la conjoncture actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une crise de l'identité, une crise, moi j'appelle ça une crise existentialiste du point de vue de l'humanité, mais c'est voilà, une crise des idéologies, on va dire.
politiques qui sont plus adaptés au XXIe siècle, quoi. C'est-à-dire que le marxisme et le libéralisme, ils n'ont pas été construits en fonction du réchauffement climatique, quoi. Donc ça profite, du coup, ça profite le fait d'avoir une espèce de vide, hein. C'est l'ère du vide, le livre de Lipovetsky que je veux analyser avec vous, enfin c'est parce que j'ai ça sous la main. Sur l'individualisme contemporain en 83 à l'époque, donc ils y croyaient encore. Alors qu'aujourd'hui on est vraiment dans on parlait de désenchantement du monde au XXe siècle, hein, au sujet de la modernité qui nous écarte de la joie de vivre. J'ai appris que Castex interdisait aux gens de danser, hein, dans les restaurants, où c'est interdit de danser. Donc voilà, hein, on en est. Hein. Cet individu, j'y ai goûté, franchement il est vraiment ignoble. Hein. Et donc le désenchantement du monde, c'est un concept très, très important dans l'écologie politique des années 70. Et là, c'est carrément une décérébration, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on vide carrément l'humain de sa substance pensante. Hein. Ça va plus loin même encore. Hein. C'est pas simplement sa capacité à joie de vivre. Hein. C'est vraiment sa condition d'être humain, quoi. Hein. On s'attaque à son corps, à son esprit. Donc voilà, moi, vous avez remarqué, je rentre pas dans les délires MK Ultra. Enfin, même si c'est pas des délires, si c'est prouvé ou quoi, je reste quand même tout le temps dans un cadre strictement libre de pensée, quoi, hein. Théorique. Bonjour. Donc l'objectif là de cette vidéo, c'est d'essayer de mettre en avant un impensé dans le monde journalistique, intellectuel, hein, je pense même aussi, hein. Parce que pour moi, bon, les premiers responsables, c'est vraiment eux, hein. C'est les universitaires, les intellectuels qui ont capitulé, ou alors ils sont expatriés, ou ils sont adaptés à la consommation. Il y a une capitulation face à la critique. J'ai fait référence à Boltanski, le travail de Boltanski qui s'interrogeait sur cette absence ou cette critique. Elle a un bâton autour du cou. Ah, mais c'est tout le temps. Donc, qui critique, en fait, il essaie de comprendre dans quelle mesure la critique de gauche ou la critique tout court, quoi, du système se retrouvait systématiquement absorbé, comme si le système avait une faculté de systématiquement, donc, hein, de mettre la critique à son profit, sans trop l'expliquer, justement, dans son livre de la critique. C'est un peu la synthèse de ses travaux, hein, et bon, bah, bien sûr, il manquait le fond, il manquait le fondement du tout. Donc on peut pas, bon, comme dans les cours de Deleuze, on voit bien, il tourne, il n'est pas loin, il cherche cette espèce de constance qu'il y a dans le capitalisme, l'appareil d'État, la machine de guerre, c'est quelque chose de très froid, et puis en même temps il y a toute une histoire qui peut l'expliquer, mais quelque chose d'assez mécanique, hein. On parle d'appareil d'État, donc c'est quelque chose de machinique, hein. Alors le terme de machination, il l'emploie, plus que l'employer, il le conceptualise dans ses travaux. Donc voilà, moi ce que j'aimerais mettre à jour un petit peu, c'est dans notre discours, parce que partant du principe que c'est un phénomène qui est cosmique, hein, l'espace-temps, donc qui se réifie en fait sous la forme humaine, sous forme d'une conquête de l'espace-temps, violente, brutale, aveugle, froide, glaciale, qui dirige tout, les hommes, les humains, les corps, les machines aussi, et la nature, les animaux, tout. Il y a une emprise sur le réel.
tellement forte que les meilleures intentions du monde, les religions, les meilleurs militants, les plus sincères, ou même des banquiers ou des familles riches ou des hommes d'affaires qui veulent qui ont peut-être des bons sentiments et qui veulent développer l'humain de manière industrielle, mais voilà, avec peut-être un espoir, quelque chose derrière quand même. Et ben non, voilà, il n'y a rien qui empêche ce phénomène de ravage, de carnage, de dérives perverses où l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi, où on va dire bon, on va améliorer la qualité de vie, le confort de vie moderne, et en fait on crée en faisant ça, on crée des nouveaux symptômes, donc un égoïsme individualiste égoïste en fait, pas du tout dans le sens humaniste, un individualisme aveugle, et complètement pathologique, hein. J'ai commencé la semaine un peu là-dessus sur la psychopathologie du pouvoir. Donc il faut comprendre le vice du système. Pour reprendre, parce que là j'ai envie de faire une analyse, du coup il lui a envoyé même directement un youtubeur qui est aussi journaliste au Média TV, hein, Semil il s'appelle, c'est un jeune, hein, bon voilà, il se passionne pour le journalisme, il en fait son métier, et donc je vous avais déjà parlé de lui au sujet d'une interview de jeunes militants qui affichent au mur les morts des exilés, enfin les réfugiés qui sont victimes de leur exil. Et là il était question, donc il faisait une analyse un peu comme moi, hein, en cliquant, il clique l'émission, puis hop il arrête, il recommence exactement comme je fais. Bon, sauf que lui il fait ça de manière plus pro avec sans caméra, mais donc du coup je voulais refaire comme lui il fait, mais sur ce avec c'est-à-dire que ça fait au carré, quoi, hein, voilà, lui il arrête une vidéo, il la commente, et moi je voulais faire la même chose que lui mais sur sa vidéo, donc ça fait 3 vidéos en fait, hein, celle de l'interview, donc c'est l'interview d'Olivier Véran sur une chaîne grand public, mainstream, je sais plus laquelle, et donc il la commente, et donc moi je voulais commenter ce que lui commente sur cette chaîne, donc ça fait 3 vidéos en tout, hein, donc c'est ça que mon petit bricolage, les expériences que j'essaye de faire un petit peu pour explorer l'espace-temps du point de vue du média différemment. Donc je vais la faire, mais en gros voilà, il fait une critique un peu insolente, un peu comme moi, hein, voilà, en se moquant un petit peu, en essayant de montrer les attitudes, les comportements, comme en interview, elle est préparée à l'avance, elle est orientée en faveur de l'État. Et donc il va dénoncer pour tout ça, ça fait monter l'ego de. C'est-à-dire quand on s'en attaque à son ennemi, ça nous fait briller, quoi, un petit peu. Quand on va rabaisser quelqu'un, ça nous fait briller. Donc du coup, ça lui permet un petit peu de justifier son travail avec Média TV et sur sa chaîne YouTube. Un peu le bien, hein, le camp du bien contre le camp du mal, et la vérité contre le mensonge, hein. Donc c'est ça un peu l'approche militante un peu de gauche, même dans l'extrême droite, quand ils veulent être plus dans le vrai, être plus vrai que la vérité qu'on nous impose. Et donc voilà, ils critiquent le discours du gouvernement qui se contredit. Donc contradiction, par exemple, voilà, il va dire ça, contradiction, et alors ça veut dire quoi, contradiction? La complexité, tu connais, contradictoire, opposé, complémentaire. Quelque chose de contradictoire, c'est pas forcément quelque chose qui n'a aucun sens et qu'il faut absolument tout de suite dire bon, t'as tort, tu te contredis, voilà. Peut-être plus complexe. Et donc il se laisse aller un peu dans les moqueries, mais c'est très puéril, hein, je trouve, hein, par rapport à la gravité de la situation mondiale, hein. Moi je mets ça à une échelle mondiale, hein. Toujours si on part du problème de la faim dans le monde, voilà, toutes ces histoires de Covid, on a complètement occulté les problèmes fondamentaux, essentiels, et puis voilà, et du coup on a notre attention qui est complètement détournée de notre quotidien, des problèmes du quotidien. Voilà, on est muselé, hein. Mais il faut voir comment ça se fait justement avec la complicité de la critique et de la gauche, et c'est ça que je vais essayer de décrypter avec vous là
dans les minutes qui viennent, si Kiro pouvait daigner me suivre. On y go? Allez. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Il arrive au milieu de sa vidéo, bon, il critique bon, de manière très facile, hein, franchement, c'est de la moquerie niveau collège. Hein. Il n'y a rien de d'étayé et de. Donc, et puis bon, sans recul hein, aussi par rapport à l'humain, la manière dont on peut vite les biais cognitifs, c'est inhérent à l'humain, quoi. Hein. Et puis bon, après, il y a toutes les influences de voilà, hein, ils font leur travail finalement, ils sont payés pour ça, hein, donc les gouvernements, Véran, tout ça, on voit bien. Hein, pourquoi s'étonner encore et du coup minimiser les faits graves, quoi. Hein, par exemple, le fait que donc du coup le fait d'une critique comme ça un peu puérile, un peu facile, voilà, ça atténue complètement la gravité de ce qui se passe. Et c'est bien parce que je fais aussi des critiques d'Abarkan qui se situe à droite, quoi, franchement à droite, avec son économie bleue. Voilà, et que je vais critiquer aussi des youtubeurs de gauche. Hein. Et sans vouloir faire justement un amalgame démagogique, au contraire, hein, voilà, c'est vraiment pour trouver des solutions à nos problèmes. Et donc arrivé au milieu de la vidéo, il finit par nous dire que voilà, alors qu'en fait le problème des vaccins, c'est en fait les brevets. Et qu'il y a une injustice, il y a une inégalité entre les riches et les pauvres pour l'accès aux vaccins. Et boum, et voilà. Et voilà comment on fabrique du fascisme et de l'exterminationnisme. Et comment on fomente des guerres et comment on laisse monter. Et ça fait des années, des décennies que ça dure, que c'est comme ça en fait. Hein, depuis les années 90, tout est comme ça. Hein, vraiment. Et donc je sais pas ce qu'en penserait Boltanski justement aujourd'hui, enfin maintenant il doit être un petit peu sur le retour, mais ça vaudrait le coup justement de revenir sur ses écrits et en axiomatisant l'espace-temps parce que voilà, il suffit d'échelonner, de trouver des méthodes. Donc comme je fais un petit peu, moi je hiérarchise un petit peu certaines priorités, certains problèmes. Il y a des problèmes qui s'emboîtent dans d'autres problèmes, quoi, hein, plus ou moins graves. Et il y a comment dire, il y a un phénomène de poupée russe, quoi, ou d'oignon, hein, dans les problèmes. Un gros problème va en contenir un autre un peu moins important, qui lui-même va en contenir un autre. Voilà, il y a des effets comme ça d'emboîtement. Et donc du coup. On va complètement occulter en focalisant sur ce type de polémique les brevets des vaccins qui créent des inégalités entre pays, entre classes sociales, enfin entre pays. Là c'est plus entre individus, c'est entre nations. On va complètement occulter le problème de l'hégémonie de l'agroalimentaire et des grandes surfaces sur nos vies. Les problèmes de tertiarisation de la société, les problèmes c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette campagne électorale, c'est d'un niveau, enfin bon, le niveau médiatique est vraiment râlez pas crête. Donc c'est vrai que je faisais une comparaison entre les médias et les religieux, parce qu'il s'agit de faire le lien entre le citoyen, le lambda, et puis le pouvoir, hein, journaliste, surtout les journalistes d'investigation comme ça, bon, qui traitent de l'actualité politique. Donc ils font le lien. Et comme les religions pouvaient faire le lien entre les seigneurs, le roi et puis le petit peuple. C'est peut-être que voilà, on a fini par chasser le pouvoir du clergé. Parce qu'on voyait qu'il nous détournait des problèmes importants. Donc la laïcité, c'est un peu ça, chasser le clergé du pouvoir et faire tomber le roi, couper la tête au roi et avoir des droits citoyens, quoi, ouvrir le droit aux citoyens, la révolution. Est-ce qu'il ne serait pas question de faire un peu pareil avec les médias, quoi, c'est-à-dire leur dire là vous êtes en train, comme les religieux, hein, voilà, vous êtes en train de nous laver le cerveau.
en nous faisant croire que vous nous informez, vous nous protégez de ces méchants en disant la vérité, en faisant de l'investigation. Et en fait, vous favorisez le maintien de l'injustice et des inégalités et et de la violence d'État. En faisant comme ça. Donc là, c'est grave parce que là, s'il est question vraiment d'un plan génocidaire, une société génocidaire qui s'attaque à l'humain, et que la critique se laisse piéger bêtement, stupidement, on envoie des jeunes comme ça qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas forcément, on les envoie au front. Du coup, ils font un peu, ils font un peu n'importe quoi. Et de toute façon, voilà, il y a eu une perte de lien entre les générations et entre les anciens. Par exemple, peut-être à une époque, il y avait des vieux militants communistes avec des militants communistes un peu plus jeunes ou anarchistes, et puis d'autres encore vraiment plus jeunes. Et il y avait des liens qui se faisaient, comme dans les campagnes ou dans les villes. Il y avait le grand-père, la mère, le grand-père, le père, le petit-fils, il y avait encore une connexion. Et puis on a vu comment, dans la famille, l'institution des institutions, la première des institutions, la famille, quel désordre il règne aujourd'hui, comment les liens sont difficiles à entretenir et sont corrompus. Donc cette notion de corruption, justement, des fois je partage un panneau, le système is corrupt, mais voilà, c'est réducteur tout ça. Tous ces panneaux Facebook, je suis fatigué, Facebook, franchement YouTube aussi. Je suis fatigué de leur logique aliénante, vraiment. Et donc oui, je me souviens plus sur quoi j'étais parti, mais on va essayer de rester sur le problème de la critique. Donc voilà, allez voir le livre de Boltanski, de la critique. La critique de la critique, une critique de la critique qui questionne ce mécanisme de retournement de valeurs, de consensus mou entre nous, où le dissensus, la discorde disparaît complètement. Il y a une espèce de consensus latent et qui nous oblige à carrément tenir un discours critique, mais dans cette critique qui va en faveur du plan. Du plan qui, comme si le plan intégrait lui-même la critique dans sa prévision de fonctionnement. Donc là j'ai pris donc l'exemple qui est vraiment très clair, l'exemple des vaccins, où on va critiquer le brevet, le problème des brevets, que ça crée des inégalités dans le monde parce que tout le monde ne peut pas avoir accès aux vaccins. Donc si le plan effectivement c'est de vacciner quoi qu'il arrive et que tout le monde accepte les vaccins, voilà, quelle meilleure manière de faire accepter aux gens la vaccination en tenant un discours critique sur le gouvernement qui plébiscite tout de même la vaccination, mais à tous, quoi, de faire utiliser l'inégalité riche-pauvre pour renforcer toujours et encore la machine de guerre capitaliste et l'appareil d'État. Donc voilà, c'est un mécanisme qui dure depuis, je pense, tout le XXe siècle à fonctionner de cette manière. Le Front populaire, malgré toute la force, la puissance, donc un petit clin d'œil à Onfray, voilà, il a obtenu les... Donc estimez-vous heureux, regardez, vous avez des fiches de salaire, vous avez des congés payés, vous partez en vacances, oui, mais c'est dans un cadre d'exploitation et de surconsommation. Voilà, la machine était déjà lancée à l'époque, justement. C'est même le moment, un moment où la modernité, vraiment, c'est parce que tout le monde y allait avec la joie au cœur. Youpi, on va tous travailler, on va tous consommer, comme ça on partira en vacances avec notre voiture pendant nos congés payés. Et voilà. Et hop, le système est bien huilé. Et puis 20 ans, et puis un siècle après, il y a une guerre génocide qui nous pend au nez. Donc ça veut dire qu'en fait cette critique là de gauche, elle n'était pas si critique que ça finalement. C'est une critique qui intègre, qui oppose les uns contre les autres, mais qui intègre un plan plus large et bien plus destructeur que ce que les apparences peuvent nous montrer, les apparences du pouvoir de l'État. Et on voit bien maintenant, là, on s'en prend tous à Macron, mais on sait bien que ça vient de plus haut, que c'est l'Europe.
que c'est une orientation voilà, enfin, internationale même, hein, l'OMS, le problème de l'OMS, j'ai parlé de Bill Gates, tout ça. Donc arrête de dire tout ça. Donc voilà, donc ma philosophie, elle est là pour vous apporter un outil qui permettrait d'éviter ce type d'écuelle et ce type de dérive qui n'est pas forcément mal intentionné. Voilà, hein, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je n'essaye pas non plus de mettre tout le monde dans le même panier. Hein. Je sais faire la différence quand même entre un Bolloré et puis un journaliste de Mediapart. Voilà. Mais simplement d'essayer de détecter les failles dans nos structures même du langage, hein, en fait, pour expliquer les préoccupations de Boltanski quand il a fait toutes ses recherches en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette critique-là est récupérée et renforce finalement ce qu'il a tendance à dénoncer, quoi. Donc le communiste par exemple a dénoncé les inégalités, mais en allant se soumettre à un patron et en réclamant des fiches de salaire plus élevées, plus de congés ou des choses comme ça, ou d'éviter un licenciement, il rentre dans un cadre, c'est comme un piège en fait. Donc est-ce que justement Marx, Louise Michel, voilà, Bakounine qui était franc-maçon, est-ce que justement eux non plus, eux aussi en fait seraient tombés dans ce piège-là, quoi, en fait, en rejoignant la franc-maçonnerie? Oui, donc c'est une organisation laïque, qui prône la laïcité et humaniste. Donc ils sont tombés dans le panneau et à l'intérieur entre loges, entre eux, bon voilà, ils peuvent se critiquer les membres du gouvernement, les membres de l'État, alors qu'en fait il y a de tout, et il y a des hommes d'affaires, et il y a des... Donc ça passe, comment dire, c'est comme si la franc-maçonnerie s'était arrogée la pleine vérité et la pleine connaissance qui oriente parce que justement elle a réussi à intégrer en son sein, en son corps, des tendances opposées, bien à droite ou bien à gauche, ou même anarchistes, si tant est que la démarche soit humaniste en fait, et puis en faveur du développement humain et du progrès humain. Donc le piège, il se situe où en fait? Il se situe dans le moindre de nos comportements. Il est systémisé, quoi. Donc Laborie a essayé de justement, avec l'éloge de la fuite, avec cette comparaison du rat dans une cage, donc je reviens sur cette expérience, hein, je l'ai déjà évoqué une fois ou deux. On l'oppresse, on lui envoie des décharges électriques. Donc il faut le comparer à un employé d'usine ou à un citoyen qui est oppressé par son gouvernement, hein, comme c'est un peu le cas actuellement. Et on lui envoie des décharges, et en fait, comme il est enfermé, donc il faut nous imaginer nous dans notre appartement, notre maison, hein, et on reçoit des décharges, on va regarder BFM, ça nous stresse, ça nous angoisse, et donc il a trois, du point de vue de la réalité expérimentale, enfin du point de vue de l'expérience, il a trois solutions: soit il s'inhibe, soit il devient agressif et violent, ou alors il arrive à s'enfuir. Et donc Laborie, donc l'éloge de la fuite, c'est pour dire que c'est la solution la moins, celle qui est la moins nuisible. Parce que l'inhibition va créer des maladies, une dépression ou un suicide. La violence, bon voilà, c'est la violence. Donc la fuite, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et quelque part, bon voilà, ça peut expliquer cette tendance actuelle, cette mouvance en faveur de l'astronaute français, là par exemple, qui est parti à la station Mir, Thomas, où tout le monde est là, admiratif. C'est le héros des temps modernes, un peu, Thomas Pesquet, je crois. Et parce que justement, l'éloge de la fuite, on est là, on sent qu'on est mal sur Terre. On le sent inconsciemment qu'on se comporte mal, que autour de nous tout se dégrade. Donc du coup, on ne veut pas déprimer, on ne veut pas devenir violent, donc on veut s'enfuir. Donc on cherche des exoplanètes. Il y a beaucoup de succès, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, des anciens aussi. C'est assez intergénérationnel, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont
les yeux rivés sur Elon Musk. Voilà. Donc l'attitude d'Étienne Klein à Thinkerview, par exemple, très fataliste et très un peu autoritaire comme ça, en disant non, en étant voilà, en rejetant un petit peu parce que dans sa manière d'être, hein, on voit bien Étienne Klein à quel point il est fermé à tout ce qui peut s'écarter de ses activités scientifiques. Donc ce qui démontre un manque d'humanisme flagrant, mais bon, c'est pas le seul. Et du coup on fait une pause. Et ça y est, j'ai retrouvé mes idées. La conception de Laborie, est-ce qu'elle est vraiment humaniste? Non, au final, il n'y a pas de sens à tout ça. Donc j'ai essayé d'en trouver un, moi, du coup. Et ça fonctionne, et ça marche. Donc j'ai retrouvé le mot que je cherchais l'autre jour dans mon cours d'épistémologie à Étienne Klein. Je l'ai appelé comme ça. La vidéo, c'est fertile. La fertilité, alors voilà, c'est un terme qu'on utilise en agriculture plutôt, mais voilà, quand une découverte devient fertile, et qu'elle s'appuie sur une méthode en plus, avec beaucoup de données, une accumulation de données, qu'elle croise les disciplines et qu'elle est fertile, bon ben là on a affaire à une science ou un paradigme nouveau. Hein. Donc le fait que j'arrive par exemple à faire un calcul de carré différemment que le Pythagore, ou le fait que j'ai une approche différente de celle d'Ératosthène pour les nombres premiers, le fait, bon voilà, c'est ou même une nouvelle manière de représenter les coordonnées dans l'espace, une nouvelle approche du triangle de Pascal, ça fait quand même beaucoup de, plus une nouvelle arithmétique, plus tout ça, ça fait beaucoup d'innovation quand même pour juste un petit voilà, un petit concept au départ, juste l'idée de mettre l'espace-temps au fondement du tout, qu'il ait produit autant de connaissances et autant d'innovations et susciter autant de... Parce qu'autant il y a des gens qui sont attirés par ce que je fais, ou même des fans, et puis autant il peut y avoir une animalité, quoi, hein, vraiment une haine envers mes propos. Donc mais bon, ça c'est pas forcément un critère, c'est surtout, bon, je voulais insister sur l'aspect fertile. Donc si on revient au niveau de la critique des médias, c'est de dire, bon, là on est en train de... Actuellement, les médias, ils font de la peine en plus, hein, parce que voilà, j'ai vu ça avec vous ce matin, les médias libres qui se disent sans l'État et sans capitaux privés, qui se disent libres, donc qui fonctionnent uniquement sur leurs donateurs. Le problème, c'est que bon, déjà ça divise, c'est-à-dire que ça enfreint nos libertés, parce que si on n'est pas adhérent, par exemple, on ne peut pas lire les articles de Mediapart. Après voilà, Science et Vie c'est payant, pour la science c'est payant, enfin voilà, il y a toute une marchandisation qui restreint nos libertés sur Internet, alors que c'était pas le but quand même d'Internet au départ. Et en plus donc qui entraîne une dérive voilà, en faveur du plan, la pandémie. Et donc les outils qu'on utilise, en fait, c'est les outils qui se retournent contre nous, parce que c'est ceux qui nous ont conduits, comme on est encore dans les vieux schèmes du XXe siècle, et qu'on est en train de remuer encore et encore quelque chose qui est déjà tout frelaté, qui est déjà qui respire plus. Hein, c'est comme si on essayait de réanimer un cadavre, en fait, hein, en faisant appel au libéral, même le libéralisme, hein, il a plus lieu d'être, hein, parce que les blockchains, parce qu'il y a tellement d'investissements, de tertiarisation et de services de l'industrie du luxe, même le discours libéral de croissance, de développement, on est dans les taux négatifs maintenant au niveau bancaire, on voit bien, de toute façon tout est devenu infernal, hein. Donc voilà, simplement apporter un nouveau un nouveau paradigme qui permettrait justement, avec cet aspect
générateur, quoi, fertile. Il y a de la nouveauté et non pas de l'innovation, quoi, du progrès, dans le sens progrès. C'est la différence entre l'innovation et le progrès, quoi. L'innovation, c'est à chaque fois apporter une nouveauté, mais histoire de produire de la connaissance, produire du marché. Et puis accumuler voilà, des innovations. Il faut de l'innovation dans la société pour la rendre plus performante. Alors que le progrès, c'est vraiment des discontinuités, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il se passe vraiment une mutation, un réel changement, dans le fond comme dans la forme. Et non pas voilà, une accumulation de données. Donc ce que je propose, moi, c'est vraiment une nouvelle approche des sciences, mais qui rentre pas justement dans cette logique franc-maçonne, de dire il faut se dégager de l'essence, hein, et du passé, et donc des religions, et donc de tout l'occultisme. Non. Simplement l'intégrer dans notre mémoire et le sublimer, on va dire, le transcender, c'est-à-dire lui trouver un sens du point de vue de la nécessité. Donc là ça revient, voilà, à la fin de ma vidéo où, qu'est-ce qui peut justifier autant de violence dans la société aujourd'hui, sachant que la violence, elle était aussi présente dans les siècles passés. Et comment surtout trouver une voie de civilisation qui nous en écarte, ou en tout cas qui permette d'amoindrir cette violence au quotidien. Donc voilà, là il n'y a plus beaucoup de lumière, mais on peut continuer un petit peu. 36 minutes, 37 minutes, bon, je tourne un peu en boucle là parce que je n'ai pas encore remis le nez vraiment j'essaye vraiment d'exposer toutes les problématiques qui vont nous occuper pour les mois à venir avant les élections. Et puis surtout, je cherche un peu un sens, une stratégie un peu pour qui fonctionnerait, quoi. En fait, chercher un peu un discours, à construire un discours différent de celui d'il y a 10 ans, en fonction de ce que j'ai découvert entre temps, quoi, de mes avancées. J'essaie de trouver un discours qui soit plus efficace parce que c'est un échec cuisant. C'est pas du tout passé dans la sphère publique, cette notion d'espace-temps fondement du tout. Donc là, je m'en remets en question beaucoup et je me demande comment on pourrait infléchir le cours des événements, parce que là on perpétue l'imposture, hein, et ouais, voilà, le spectacle, c'est une simulation, hein, c'est un simulacre un peu tout ça. Et donc essayer de creuser ensemble, voilà, sans partir dans le conspirationnisme, c'est-à-dire en mettant tout sur le dos de la franc-maçonnerie ou des satanos ou des pédos ou des familles royales. Voilà, c'est pas que c'est nous qui faisons tourner cette machine. C'est nous qui en participant, les militaires qui c'est nous, les employés qui c'est nous, les consommateurs c'est nous. Donc après, peut-être qu'on nous traite comme des enfants, peut-être qu'on nous lave le cerveau, peut-être qu'on utilise des stratagèmes, voire jusqu'à MK Ultra, mais quand même. Moi je vois bien en ma personne que j'ai suffisamment de libre arbitre, il me reste suffisamment de libre arbitre pour construire un discours et une attitude efficace et pouvoir faire rempart à l'inacceptable, quoi, hein. Donc c'est psychologique tout ça, et donc c'est pour ça que j'aimerais bien creuser tout ça avec vous. Enfin, si j'avais des interactions, je pourrais aller justement, ça orienterait un petit peu
Et puis on pourrait creuser ensemble, hein. Par exemple, il suffit de me faire référence à un auteur ou une discipline ou quelque chose, et puis après je peux y consacrer 1, 2, 3 vidéos, voilà, ou alors enclencher un débat. Ça me plairait bien. Maintenant, si ça se fait pas, tout ça, je le fais de moi-même, hein. C'est-à-dire, je vais faire les questions-réponses, je vais aller chercher les auteurs comme ça vient. Il n'y a pas de souci, hein. Donc je fais tout moi-même. Donc voilà, moi il faut me voir comme une machine qui est lancée là, comme un train qui est en pilotage automatique et laisser faire. Et moi de toute façon je suis parti là parce que avec les cheveux qui arrivent, maintenant c'est bon, j'ai un argument qui est beaucoup trop fort pour qu'on me dise encore aujourd'hui, qu'on me fasse douter en fait de mes travaux. Parce que bon voilà, moi j'ai toujours beaucoup douté et c'est pour ça que j'ai eu du mal à avancer, parce que bon, moi-même quand on me disait non tu dis n'importe quoi, je disais oui peut-être je dis n'importe quoi. Donc voilà, donc si l'espace-temps est le fondement du tout, forcément je dis forcément n'importe quoi pour celui qui a envie d'entendre n'importe quoi. Parce que chacun son espace-temps, lui il aura sa grille où il prendra la grille qu'il a envie de prendre. Hein, et puis tout finalement, et donc au final tout le monde peut dire n'importe quoi pour tout le monde, puisque si l'espace-temps est le fondement du tout. Hein, du langage, de la compréhension de l'autre, et c'est tout est signal. Tout est bruit, hein, il disait à l'école de Palo Alto, en parlant de l'input et de l'output, il faisait beaucoup de comparaisons avec la cybernétique. Donc on fait du bruit les uns les autres, on se fait du bruit, donc voilà, après c'est comprendre les mécanismes de ce bruit, les mécanismes physiques, et si on n'en a pas conscience, vraiment, on se laisse piéger, voilà. Et puis en voulant qu'on critique le pouvoir, le gouvernement, que ce soit Idriss Aberkan qui est à droite ou Semil, je sais plus comment il s'appelle, qui est à gauche, je sais pas s'ils ont à peu près le... Voilà, ou... j'ai toujours pas son nom, mais je vais revenir sur lui, de toute façon, celui qui est connu là, à gauche là, avec Mediapart. Et on voit bien qu'il a un bon niveau de culture à gauche, et bon, je l'attends au tournant, donc voilà, on va essayer de creuser tout ça, et on lâche rien. Il faut écouter le cours de Deleuze, Machine de guerre, en parlant de creuser, justement comment les tribus nomades, et comme la machine de guerre est nomade, et les tribus nomades creusaient la terre voilà, pour trouver des richesses et sortir des minerais qu'ils allaient, voilà, qui ça engendrait des guerres, exactement comme ce qui se passe en Afrique, hein, actuellement, hein, donc voilà. Et moi je fais un petit peu pareil, hein, quelque part avec la pensée. J'ai creusé comme un mineur, et puis arrivé dedans, c'est tout à coup de piole pendant des jours et des nuits. Voilà, on finit sur le jazz manouche un peu. Enfin, c'est du... Voilà, 42 minutes.